Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes formateur de la protection civile pour nous offrir justement ce cours de rattrapage bien utile. Les gestes qui sauvent ont été la grande cause nationale de 2016. Est-ce qu'en 2018, 2 ans après, vous voyez une amélioration de nos connaissances? Oui, Oui. oui, sûr et certain. Parce que les gens se sont intéressés, les gens ont cherché à comprendre et ont voulu être les premiers acteurs d'une chaîne de secours. Et oui, on a vu une nette progression lorsque on arrive, nous, les secouristes un petit peu pros ou pompiers ou bénévoles, sur une intervention, parce que des témoins, des gens ont fait des premiers gestes de secours, on arrive à sauver les victimes. On a des meilleurs réflexes. Tout à fait. Et surtout peut-être moins peur aussi de rentrer dans l'accident, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Il y a une appréhension qui s'efface petit à petit. Et de fait, eh bien, grâce à cela, grâce au cours de premier secours, les gens eh bien, ils sont beaucoup plus efficaces. Est-ce que on peut vraiment éviter le pire en ayant les bons réflexes? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a des gestes très simples. Et simplement, grâce à ces gestes très simples, eh bien, on arrive à maintenir une victime en attente, en position du bon soin, justement, du professionnel. La bienveillance, pour que quand les secours arrivent, eh bien, ils prennent en charge la victime. Voilà. Alors, avant de passer aux exercices pratiques, parce que vous allez nous le montrer, puisque vous formez aussi justement le grand public, 4 étapes à effectuer en toutes circonstances avant même d'opérer. Sécuriser le lieu et les personnes impliquées autour, c'est-à-dire dans un premier temps sur une scène d'accident, par exemple, c'est vraiment de... Tout à fait, analyser et se protéger, parce que un sauveteur blessé, eh bien, vous n'allez pas le croire, c'est plus un sauveteur, ça devient une victime. Incroyable. Donc il faut se protéger et protéger le lieu, bien évidemment. Et donc former une sorte de petite zone de tranquillité aussi autour de l'accidenté? Tout à fait. Grâce aux témoins qui sont présents sur les lieux, les gens ont envie de participer. De fait, ils vont s'intéresser, s'intégrer, et donc ils vont faire un balisage, ils vont observer, ils vont aider, ils vont vouloir appeler aussi. Deuxième étape, apprécier l'état de la victime dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir si elle respire encore, si elle souffre. Comment on apprécie ça et comment on fait? Tout à fait. À notre approche sur une victime, le premier réflexe, c'est, vous le dites toutes, hein, mais comment tu vas? Ça va? Et donc la victime, si elle nous parle, eh bien on va analyser, on va prendre des renseignements que l'on transmettra tout à l'heure au régulateur. Mais en attendant, si elle ne respire, si elle ne répond pas, si elle ne réagit pas, eh bien là, il faut connaître quand même les signes, à savoir si elle respire. Si elle respire, on la mettra dans une position d'attente en attendant les secours. Et si elle ne respire pas, eh bien, nous devrons pratiquer quelques gestes de massage cardiaque afin de remplacer ce cœur qui est arrêté. Et grâce à notre massage externe, eh bien, on va donc remplacer ce cœur qui, lui, va distribuer l'oxygène via le sang. Et si on n'a qu'une vague connaissance, parce qu'on peut savoir ce que... Est-ce qu'on peut mal faire? Est-ce qu'il y a une vraie technique, mais est-ce que si on n'a pas révisé, on peut mal faire? Alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est très important. Faire même si c'est mal fait. Voilà, il vaut mieux faire quelque chose que de dire je sais pas, je m'en vais, parce que là, pour le coup, on retarde vraiment l'échéance sur la vie de la victime et ça devient très dangereux. Mais vous savez, ne serait-ce que observer, alerter, c'est déjà une chose très importante. Alors, paralerter, c'est aussi dans les premiers gestes, hein, quand on assiste à une situation de crise en tant que lambda, hein, et non sauveteur professionnel, c'est d'avoir le réflexe d'appeler les professionnels. Ça, c'est très important. Il faut le faire vraiment dans la foulée de la découverte d'un accident. Voilà, c'est une action très précoce entre l'observation, l'alerte, le massage et la mise en place d'un défibrillateur qui peut rehausser la vie de 40%, qui donne 40% de chance en plus de survie pour la victime. Toutes ces 3 actions précoces, eh bien, permettent vraiment de sauver la victime. Et ensuite, évidemment, on va passer à ces fameux gestes de premier secours que vous apprenez. On va y venir. Avant cela, Julie, justement, pour organiser, entre guillemets, et permettre à chacun de s'emparer de ce sujet des gestes qui sauvent, il y a des initiatives et notamment des applications qui ont fleuri. Alors, il y a des applications, mais tout d'abord, je vais parler des formations qui existent, qui s'appellent donc les formations au premier secours. Donc, leur nom exact, c'est même
SC1, c'est important parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ça, la protection civile. Il y a aussi la Croix-Rouge ou les sapeurs-pompiers qui proposent ces formations. C'est une formation de 7 à 8 heures, donc ça fait à peu près une journée. C'est accessible à partir de 10 ans. Il faut compter entre 50 et 75 € la formation selon les organismes. Sinon, il y a aussi les pompiers de Paris qui proposent. Alors là, c'est une initiation gratuite de 2 heures environ. C'est le samedi après-midi. Ça existe dans 12 casernes de la capitale. Elle n'est pas diplômante contrairement à la précédente, mais elle permet quand même d'apprendre les bases. Donc c'est la pose d'un garrot par exemple, le dégagement en urgence d'une victime et le massage cardiaque notamment. Et là c'est à partir de 12 ans. Et donc je le disais, voilà, il y a des applis aussi. Et donc les applications pour s'entraîner avant de se former ou alors aussi pour se rafraîchir la mémoire. Il existe par exemple Sauf qui veut, c'est un jeu qui a été créé par les sapeurs-pompiers de France. Le principe c'est adopter, donc apprendre à avoir les bons réflexes à travers des missions et des défis. Donc vous vous inscrivez, ensuite vous intégrez une caserne virtuelle et vous obtenez des points d'expérience, gravissez des échelons en fonction de vos missions réussies. C'est assez ludique et c'est motivant parce qu'en plus on progresse. Et il y a aussi, une autre application qui permet d'adopter, alors là, le bon comportement en fonction de la situation. Ça s'appelle l'appli qui sauve et là, ça a été mis en place par la Croix-Rouge. En cas de brûlure, par exemple, on vous dit de mettre la partie du corps brûlé sous l'eau tempérée pendant 10 minutes, puis d'appeler les secours si la victime est un enfant ou s'il y a des cloques qui apparaissent. On peut aussi vous expliquer la marche à suivre en cas d'AVC, accident cardiovasculaire ou en cas d'hémorragie. Pour chaque type d'urgence, on vous décrit les bons gestes à faire et c'est une application assez complète et plutôt bien faite. Non, moi je voulais juste, parce que pour avoir passé l'attestation de formation au premier secours il y a très longtemps, en fait il y a des gestes qu'on oublie puisqu'on se... Heureusement ou malheureusement, mais on ne fait pas tous les jours, on ne pratique pas, c'est un peu comme le permis bateau. C'est bien, il y a des il y a des remises à niveau. Des remises à niveau. Bien évidemment, on les demande, il y a des remises à niveau. Et sachez que malgré tout, on a des réflexes qui sont ancrés à l'intérieur de notre cerveau. Et du coup, lorsque la situation se présente, eh bien, alors je dis pas qu'on va faire les gestes proprement, comme on l'a vu en cours, mais on a les bons gestes et les bons réflexes. Alors justement, on y vient aux gestes. On a vu les mesures de précaution avant toute chose, avant d'agir, entre guillemets. Et ensuite, il y a un certain nombre de gestes que l'on peut apprendre avec des cas de figure identifiés. Par exemple, en cas d'étouffement, vous avez amené, comment est-ce qu'on l'appelle votre mannequin? Vous avez votre mannequin juste à côté. C'est Jean-Jacques. Allez, on va l'appeler Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, appelons-le Jean-Jacques. Jean-Jacques est là. Jean-Jacques n'attend que vous. Voilà. En cas d'étouffement, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire physiquement concrètement? Il faut reconnaître les signes. La victime va ne plus parler parce que le corps étranger, on parle bien de l'étouffement, il est ici et il n'y a plus d'air qui passe. Et donc la victime, eh bien, elle va commencer à s'agiter, avoir des grands yeux et peut-être mettre les mains à la gorge pour signifier qu'elle a un problème de respiration. On va lui poser la question, est-ce que tu t'étouffes? Et si c'est le cas, eh bien, elle ne répondra pas, mais elle va faire des signes. De fait, eh bien, il faudra donner en premier entre 1 et 5 claques dans le dos, assez vigoureuse quand même, pour expulser le corps étranger. Ça permet au plèvre de venir percuter les bronches qui va provoquer une toux. Donc ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'aller sur la victime et de lui mettre avec le talon de la main ouverte une claque entre les deux omoplates. D'accord ? Ça a du succès, très bien, la victime vous remercie. Ça n'a pas de succès, elle va s'énerver encore plus. Et bien là, pour le coup, on fera des compressions dites abdominales, c'est-à-dire le point fermé entre le nombril et le sternum. L'on penchera la victime pour libérer la tension des muscles abdominaux. J'en ai beaucoup, donc il faut obligatoirement me pencher, voyez-vous. Et de fait, entre 1 et 5 compressions abdominales, eh bien, le principe, c'est de faire un effet de piston pour que le corps étranger s'évacue. D'accord. Et là, normalement, si tout va bien, vous arrivez où les pompiers arrivent et comme ça, maintenant, on est sûr de pouvoir la sauver. Peut-être avec le mannequin, vous pouvez nous montrer quoi? C'est vraiment le massage cardiaque en l'occurrence quand on n'est pas. Ce sera le massage cardiaque si vous voulez bien. Alors, petite précision, on arrive à récupérer des personnes grâce à vous, le grand public, parce que vous avez fait les premiers gestes, parce que vous avez repéré et parce que vous avez téléphoné. Pour ce faire, eh bien, je vais approcher la victime qui est allongée. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais donc lui poser des questions. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Il n'y a pas de réponse. Ça me fait un petit peu peur du fait, eh bien, je vais appeler à l'aide, au secours, parce que si quelqu'un vient à ma rencontre, il pourra peut-être alerter les secours, peut-être aller chercher un défibrillateur et me le remettre, de façon à ce qu'il soit mis le plus vite possible, d'accord? Et donc, maintenant, je vais voir si la victime, elle respire, d'accord? C'est très important. Pour ce faire, je vais dégager la langue qui est au fond de la gorge. Entre parenthèses,
le fait d'avaler sa langue, c'est une légende urbaine. La langue, c'est le muscle très lourd qui est solidement attaché au palais, et donc il va venir dans le fond de la gorge pour bloquer la respiration. Pour dégager cette langue, je vais basculer avec la paume de la main prudemment la tête en arrière, de façon à dégager la langue du fond de la gorge. Je vais ensuite mettre mon visage à 2 cm du visage de la victime et sur 10 secondes, apprécier la respiration. Est-ce que je vois son abdomen bouger? Est-ce que je perçois un souffle? Est-ce que j'entends un bruit éventuel de la salive? Je n'entends rien. 10 minutes se sont passées. Je vais donc appeler maintenant les secours en composant le 15 ou le 18 pour donner bien évidemment l'adresse, bien, et ce que représente la victime, en parlant d'un homme d'une vingtaine d'années qui est inconscient et qui ne respire pas. On me demandera certainement de mettre le haut-parleur afin d'avoir toutes les instructions en temps réel, c'est-à-dire comme grâce à l'opérateur qui lui va pouvoir me guider. De préférence sur un sol qui est dur, je vais essayer de déshabiller la victime, d'accord, pour pouvoir faire un massage cardiaque. Ensuite, eh bien, en me mettant le plus près possible de la victime, je vais avec le talon de la main masser sur la partie inférieure du sternum en enfonçant de 5 à 6 cm de profondeur. Donc il faut y aller, il faut y aller. Sachez que le cœur, en fait, lui, il faut qu'il se remplisse, d'accord, et aussi qu'il injecte le sang avec l'oxygène. De fait, il faut vraiment enfoncer. Je vais comprimer entre 100 et 120 compressions à la minute. Très important. Ben oui, votre cœur bat actuellement entre 60 et 100 pulsations. De fait, je vais, moi, remplacer ce cœur qui est arrêté. Et j'enfonce. Alors, on pourrait dire qu'il y aurait des difficultés. Pas du tout, parce que, vu que la victime, elle est inconsciente et ne respire plus, tout est relâché au niveau du corps de la victime. Et donc, je peux enfoncer... Il faut y aller à ce rythme-là. Hein. Il faut pas... Entre 100 et 120 compressions à la minute. Et quand on commence, on peut plus s'arrêter. Alors... il va falloir peut-être faire des insufflations, mais si la victime a vomi, si j'ai le dégoût ou une répulsion, eh bien je ferai des compressions thoraciques à peu près pendant 2 minutes. D'accord? Ensuite, je vérifierai pendant 10 secondes si elle re-respire. Grâce au témoin que j'avais appelé, il m'a apporté un défibrillateur. Le défibrillateur va permettre d'augmenter de 40% les chances de survie de la victime. Je vais donc le mettre en place le plus rapidement possible grâce à des électrodes. Pour ce faire, alors, où on trouve les défibrillateurs? Dans tous les lieux publics, les grands magasins, les halls de gare, les maris. J'appuie sur les boutons et je place les électrodes telles qu'indiquées. Ce qui fait que je ne peux pas me tromper. Il y a un petit schéma. Sur les électrodes. Oui, on est guidé en permanence en fait. Hein. Ça évite de trop se poser de questions. Je continue à masser. Appliquez les électrodes comme indiqué sur les illustrations. Ensuite, il va me donner donc les instructions. Appliquez fermement les électrodes sur la peau. Ne pas toucher le patient. Là, il me demande de ne pas le toucher car il analyse l'activité électrique du cœur. D'accord. S'il repère une fibrillation, il va envoyer un choc. C'est un automatique. Je vais demander aux gens de s'écarter. Vous parliez de protection. On s'écarte. Choc fourni. Commencez la RCP. Réanimation cardio-pulmonaire. Et là maintenant, je vais reprendre sur 2 minutes les compressions thoraciques. Alors malheureusement pour Jean-Jacques, nous on n'aura pas 5 minutes encore dans sa réanimation complète. Les pompiers arrivent et prennent le relais, évidemment. Et avec cette opération-là, donc on l'a compris, on est encadré en permanence par cette voix off du défibrillateur. Logiquement, on permet réellement la survie de Jean-Jacques. Tout à fait, tout à fait. Mais le massage cardiaque sans le bouche à bouche suffit. Parce qu'à un moment, avant, on alternait. Enfin, pardon, c'est pas la peine. Alors, on s'est aperçu que lorsque les gens, on n'a pas l'habitude de faire de bouche à bouche. Et donc, les gens, eh bien, ils s'y prenaient mal, ils basculaient mal la tête en arrière. Et donc, la langue, elle restait au fond de la gorge et l'air ne passait pas. D'accord. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait quand même, il était préférable de masser pour distribuer l'oxygène via le sang pour les tissus et neurones qui commençaient à être nécrosés. Ben voilà, des piqûres de rappel hyper utiles en attendant que ce soit absolument obligatoire pour tout le monde dans les entreprises. C'est en train de l'être dans les écoles, mais vraiment des gestes qui sauvent et qui sauvent en vrai. Hein, c'est pas gadget du tout. Merci infiniment, Philippe Kowalczyk, de votre démonstration. On va